Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent eux-mêmes, nous ne faisons pas de démarchage. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je vous rappelle que les propos tenus n'engageront bien évidemment que leurs auteurs et ni l'UPR ni l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous. Amis du net, amis Gilets jaunes, bonjour. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e édition de débat entre Gilets jaunes. Tout d'abord, je voudrais remercier les équipes d'UPR TV de nous permettre de débattre entre nous, puisque c'est vrai que dans notre histoire, chaque mouvement social se sont suivis de débats, et chaque débat nous a apporté parfois des solutions. Donc j'aimerais déjà, avant de commencer, rendre un hommage à tous les blessés, Gilets jaunes, tous les mutilés, toutes les personnes qui ont perdu un œil, un bras. Et j'aimerais aussi remercier les organisateurs de la marche blanche qui s'est passée à Argenteuil, notamment pour Sébastien Maillet qui a perdu un bras du côté des Invalides. Et d'ailleurs, Mikou, tu es street medic, tu étais sur place et tu vas pouvoir nous en parler. Alors du coup, on va se présenter, enfin vous allez vous présenter. On va commencer par toi, Mikou, bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Mikou, j'ai 31 ans, je suis street medic sur le mouvement des Gilets jaunes aussi. Et depuis l'ouverture de la guerre contre M. Macron. Donc toi, tu es technicien de bloc, tu travailles aux urgences. Voilà, technicien de bloc, ouais. Et tu es gilet jaune depuis le 17 novembre. Voilà, exactement. Bah, merci d'être venu. Voilà. Maria, bonjour. Bonjour, Farid. Donc Maria, tu as 51 ans et 12 mois. C'est ça, oui. Tu es ATSEM dans la vie. Voilà. Et tu vis en Val-de-Marne, c'est ça? Et je vis dans le Val-de-Marne. D'accord. Et donc, moi, je suis gilet jaune depuis toujours, en fait. Depuis la première heure. Depuis la première heure Même de ma avant. naissance. Même avant. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Florence, bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu es devenue, on va dire, malgré toi, une figure des Gilets jaunes parce que tu as fait une interview remarquée dans le média de Vincent Lapierre. Donc, tu as 64 ans, tu es de Paris, tu es trilingue, c'est-à-dire que tu parles l'anglais, l'allemand et le français. Voilà. Tu as été traductrice dans des maisons d'édition et tu as été institutrice, il me semble. Oui. Voilà. Tu as vécu aussi 20 ans en Nouvelle-Calédonie, donc tu pourras nous en parler aussi. Je te laisse le soin de te présenter. Donc effectivement, j'ai 64 ans, j'habite Paris, bien que je ne sois pas né à Paris, j'ai un petit peu bourlingué. Moi, je n'ai pas Internet, je n'ai pas tout ça, mais j'ai appris que ce que j'avais dégoisé intéressait du monde, qu'ils y trouvent un intérêt. Je me sens gilet jaune de la première heure et de naissance, comme Maria, et je pense que nos grands-parents, arrière-grands-parents auraient été gilets jaunes. Et sans prétendre être porte-parole de quoi que ce soit, j'ai envie d'apporter ma modeste contribution. Merci d'être venu. Hugues, bonjour. Bonjour. Alors, Hugues, toi, pareil, tu es un gilet jaune de la première heure. Enfin, au début, tu étais dans les ronds-points du côté donc tu es de Charente-Maritime. Voilà, moi j'habite en Charente-Maritime. Alors, je suis né à Paris, j'y ai grandi, j'habite en Charente-Maritime désormais, et donc j'ai rallié le mouvement des Gilets jaunes dès son début. Alors effectivement, en voyant un petit peu plusieurs aspects, j'ai à la fois participé à des manifestations à Paris ou à Montpellier, vraiment en ville, et à la fois participé à des occupations de ronds-points en Charente-Maritime, des actions, des ouvertures de péages ou divers blocages un peu ciblés sur telle ou telle entreprise du CAC. Voilà. Taper directement au portefeuille. C'est ça, c'est l'idée. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Merci à toi. On va commencer, je vais énumérer justement les thèmes qu'on a choisis ensemble. Premier thème, on va parler justement de la souffrance qui touche toutes les classes sociales en ce moment dans notre société. Nous allons aussi évoquer les violences policières et on va terminer avec les manipulations médiatiques. Alors justement, Mikou, moi je me retourne vers toi parce que tu es dans la rue. Voilà. Tu es donc street medic et j'aimerais aussi qu'on parle un peu de ce qui s'est passé avec Sébastien Maillet, notamment du côté des Invalides, parce que tu étais sur place. Voilà, exactement. Le mouvement, comme beaucoup, on ne sait pas trop dans quelles circonstances ça s'est passé, puisqu'il y en a qui disent qu'il a ramassé et d'autres qu'il n'a pas ramassé. Il y a des vidéos ou pas? Il y a des vidéos qui circulent. Pour moi, c'est pas l'important, ce qu'il a fait ou pas fait. Pour moi, c'est le résultat. Il a perdu une main quand même. Et je pense que personne ne mérite
de prendre un flashball dans le visage ou de se faire mutiler. Les gens, il y a certaines personnes, je dirais, des trous du cul qui se permettent de dire que c'est bien fait pour sa gueule de ramasser des choses comme ça. Moi, je pense que c'est des mecs qui ont rien dans la caboche, qui ont rien dans le cerveau pour pouvoir répondre à ça. Depuis le début du mouvement, on voit des gens blessés, des gens qui se battent pour avoir une France meilleure. Je crois qu'on a recensé plus de 12 éborgnés, des personnes, enfin 4 ou 5 personnes qui ont perdu leurs mains. Moi, ça me rend beaucoup. La vie. Exactement. Oui. Moi, ça me rend fou parce que on fait du cinéma pour pas mal de choses. Et il y a des gens qui ont... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui... Enfin, par rapport au début du mouvement, il y a énormément de personnes qui sont décédées. Alors, ça aussi, c'est important. Des personnes qui sont sorties de chez eux et qui n'auraient jamais pensé ça. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous parce que, voilà, il y en a certains qui sont fait écraser par des camions, d'autres... On peut aussi parler de cette dame à Marseille qui fermait ses volets et qui s'est pris un coup de flashball. Et qui... Alors, je ne sais pas si c'est un gaz. C'est une grenade lacrymogène, d'accord. Qui est entré dans son appartement, d'ailleurs. D'accord. Bah non, qui lui a tapé. Non, qui lui a tapé et qui ensuite serait tombé dans l'appartement. Paraît-il, je ne sais pas. Ouais. Alors, l'important, ce qui s'est passé, je le redis bien, c'est le résultat. Ce résultat, on voit que je suis triste parce que depuis le début du mouvement, il y a une grande solidarité. Pour moi, c'est plus que des amis. C'est une famille. Il y a encore le début du mouvement, on ne se serait peut-être pas parlé. Maintenant, on mange ensemble. On passe du temps ensemble. On fait beaucoup de choses tous ensemble. Et je pense que on essaye au maximum d'être pacifique et que ça se passe le mieux possible. Mais il y a quand même un résultat. Et moi, ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'il y a des forces de l'ordre en face de nous qui sont, pour certains, la majorité, qui sont super sympas, qui comprennent plein de choses, qui comprennent pourquoi on sort dehors, nos revendications. Ils sont visés aussi. Hein. Ils sont même d'accord. Bien sûr. Ils sont d'accord. Pour certains qui sont d'accord, mais qui ne répondent pas par rapport à ça. Et puis il y a aussi une minorité qui ne se sentent pas visés, qui ne se sentent pas concernés par rapport à ça et qui sont contre ça. Moi, je pense que c'est les égarés du système. Parce que c'est les premiers qui vont sortir et qui vont mettre le gilet quand ils seront à la retraite. Parce qu'ils vont être récompensés avec des cacahuètes. Pour revenir par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport aux blessés, moi, le plus grave que j'ai fait dans ce mouvement-là, c'est un arrêt cardiaque. Quelqu'un qui est décédé sur le mouvement, on a essayé de le réanimer à plusieurs... Sur Paris, en remontant de République, etc. Moi, il y a un appel que je veux faire parce que je trouve ça inadmissible au gouvernement. Parce que c'est inadmissible qu'on n'a pas le nécessaire dans les lieux publics pour pouvoir porter assistance à une personne qui fait un arrêt cardiaque. J'ai couru dans toutes les pharmacies, dans les magasins, dans les cafés, à Monoprix, partout dans le secteur. Il n'y avait pas de défibrillateur. Non, aucune pharmacie. Aucune pharmacie, aucun kebab. Je suis descendu dans la bouche des égouts. Les forces de l'ordre, c'est inadmissible qu'il n'y a pas un défibrillateur. Pour certains, c'est peut-être même les premiers arrivés avant les pompiers. D'accord ? Parce qu'ils passaient dans le coin. Et je pense que les forces de l'ordre devraient... ça devrait être aussi dans une formation. Et avoir un défibrillateur dans son véhicule et de porter assistance. Il n'y en avait pas. Il y avait les premières forces de l'ordre qui n'avaient pas de défibrillateur. Ça a été compliqué. J'ai couru dans le métro. Il n'y avait pas de défibrillateur. J'ai dû courir une station plus haut. Le monsieur, il ne voulait pas laisser son défibrillateur. Il m'a couru avec nous. Il nous a laissé. Les SAMU, ils étaient déjà en train de... C'était trop tard. Le temps d'appeler les pompiers et qu'elle nous raconte sa vie au téléphone. Ça a duré combien de temps, le laps de temps où tu cherchais Je sais pas. Entre au moment où on a massé, au moment où ils sont arrivés, il y avait peut-être 20 minutes. Enfin, peut-être moins. Peut-être moins, mais ça, pour moi, c'était long, très long. Et il y avait des véhicules qui bloquaient, les pompiers qui arrivent. Ça a été très difficile. Donc, et moi, je le savais d'entrée, parce qu'au moment où on a massé, il moussait, on n'avait pas de matériel. C'est pour ça que de pouvoir porter assistance, c'est très important.
Et on a couru au kebab, j'ai couru dans les brasseries. Le message que tu veux faire passer, c'est vraiment d'inciter les forces de l'ordre à je avoir du pense matériel médical tu vas avoir du matériel sur eux, pour au venir moins en d'avoir, aide le plus au rapidement moins un possible. défibrillateur. Enfin, je veux dire, au moins de pouvoir porter assistance jusqu'à l'arrivée du SAMU. Il n'y a pas ça. On nous raconte que les forces de l'ordre seraient là pour assurer la sécurité et la sûreté des manifestants. Il faudrait que ça pourrait se concrétiser effectivement comme ça. Et en réalité, ils ont effectivement plein de moyens de répression qui vont générer des blessures et pas de moyens aucun moyen pour porter assistance. C'est assez paradoxal. C'est vrai que, d'ailleurs, il y a la commissaire aux droits de l'homme là, qui va lancer une enquête justement sur les violences policières et notamment sur l'usage du LBD. J'ai envie de dire, il est temps. Là, moi je trouve quand même incroyable qu'on ait des débats dans les médias ou dans la sphère politique sur c'est bien fait, c'est pas bien fait, il fallait ramasser une grenade ou pas. Moi, ce qui me choque, c'est pas que quelqu'un porte un geste vers quelque chose qui lui tombe dessus. Ce qui me choque, c'est qu'on jette une grenade, une Glif-4, il y a 25 grammes de TNT dedans. C'est quand même incroyable c'est une arme de guerre, de se dire que des forces de maintien d'ordre, prétendument, encore une fois, au dire du gouvernement censé être présent pour protéger et assurer la sécurité des manifestants, jettent des armes vers des grenades qui contiennent 25 grammes de TNT sur des gens. Et ce qui est choquant, c'est d'entendre dans les médias des commentateurs dire bien fait pour sa gueule. Voilà. Moi, ce qui me choque, c'est que cette grenade soit lancée. Aussi, oui, bien sûr. Qu'elle soit autorisée. Encore une fois, on doit être je crois, le seul pays en Europe qui utilise ce type de grenade. Alors que les forces de l'ordre n'aient pas le pas grenade, on va parler de grenade à effet de souffle pour pas parler d'explosifs, mais je veux dire, si on reste dans l'idée d'un maintien d'ordre ou d'une riposte proportionnée, c'est la doctrine normalement du maintien d'ordre français, il faudrait pour utiliser une grenade à effet de souffle que quelqu'un dans les manifestants ait utilisé un moyen à effet de souffle, ce qui n'est depuis le 17 novembre jamais arrivé à ma connaissance. De toute façon, je me permets de te couper, excuse-moi. S'il y avait que ça. S'il y avait que ça. S'il y avait que ça. J'ai vu des femmes se faire arracher les cheveux, se faire traîner au sol. On a vu sur des réseaux sociaux des vidéos où il y a eu des couples qui passaient simplement, qui se sont fait matraquer. On a vu énormément de choses. Encore hier, il y a eu. On voit, moi, ce que j'appelle, ce que c'est facile de dire pacifiquement, mais en fait, je pense que les méchants, c'est pas forcément nous. Je pense qu'on a été, depuis le début du mouvement, on est calme. Parce que je peux vous jurer que dans certains pays, ça aurait été vite réglé en une journée. Mais on est pacifique. La preuve, puisque je pense que, voilà, même quand il y a des violences, il y a certaines personnes qui répondent par la violence, mais c'est une minorité. On le voit bien. Et encore, je me permets d'en rajouter un peu là, sur ce que tu dis, parce que tu nous dis que dans certains pays, ça serait pire, etc. Il se trouve que j'ai un peu voyagé et il m'est arrivé d'assister à une manifestation politique à Moscou. J'ai pas vu d'utilisation de lacrymogène. J'ai pas vu d'armes type grenade, ni de LBD, etc. Et j'ai effectivement vu des interpellations, mais qui sont passées simplement avec 4-5 policiers qui arrivaient à prendre un individu un peu véhément dans la foule, l'extraire, et puis, mais sans violence, place de la République, il aurait eu droit à un matraquage de série pour ce tarif-là, pour le même tarif, et j'ai pas du tout vu ça, même à Moscou. Alors mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça quand tu entends M. Castaner qui dit que pour lui, il voit que des gilets jaunes violents, mais que alors les forces de l'ordre... je voudrais rebondir là-dessus, parce que moi j'ai rencontré Maria pendant une manifestation. Alors Maria, toi tu as une particularité, c'est que tu distribues des petits cœurs aux gilets jaunes. Oui, des petits cœurs comme ça. Voilà, donc, je trouve que le message est plutôt sympa. Ouais. Voilà, c'est un acte d'amour pour tous les jolis... les jolis. Oui, ils sont jolis aussi, les gilets jaunes. Et pour dire que on est des non-violents à la base, et c'est vrai que comme le dit mon cher camarade à côté de moi, on est sage par rapport à ce que le gouvernement nous fait subir. On n'a jamais vu ça. Zineb Redouane, qui est morte par un tir de grenade. Voilà. Rémi Fraisse, pareil, il faut qu'on en parle aussi. Et peut-être que j'en oublie et je m'en excuse par avance. Et on n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de faire des revendications qui sont légitimes. Et ça, c'est insupportable.
insupportable de nous bloquer. Parce que vous êtes parfois, ils vous parquent, oui, ils vous gazent, ils vous parquent, vous ne pouvez plus bouger. On ne peut plus bouger, on est là, au milieu de cette scène atroce, parce que c'est quand même violent, quand même. Moi, j'ai fait plusieurs manifestations, et c'est vrai que parfois ça fait peur, surtout quand il y a la BAC, parce qu'ils arrivent de nulle part, vous ne les voyez même pas arriver, et ils jubilent de frapper. Ils viennent dans l'esprit de frapper, faire du mal. On a pu voir certaines vidéos avec justement des commentaires de policiers qui étaient ahurissants, quoi. On voyait qu'ils prenaient plaisir. Alors, pas tous, hein, on ne les met pas tous dans le même sac. Non, mais bien sûr. On entend des commentaires. Bim, je l'ai eu celui-ci, j'en ai fait qu'une bouchée, quoi. Alors, le problème pour nous, les filles, les femmes ou les jeunes filles, c'est qu'on se fait insulter, on se fait arracher les cheveux. Moi, j'ai vu une vidéo qui m'a énormément émue. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais cette femme qui a le sein... oui. Oh là là. Tu m'éfiais par un flashball. C'est horrible. Alors et la femme qui a reçu le flashball dans les entrailles, là, ou l'homme, je sais pas, je crois que le pancréas a été atteint. Alors justement, toi Florence, tu as des idées par rapport aux violences policières. J'aimerais que tu nous en parles. Bon, de toute façon, j'ai 64 ans, je suis très très étonnée, parce qu'en 68, les CRS étaient peu armés, peu entraînés. Ils avaient face à eux de faux manifestants extrêmement entraînés, extrêmement surarmés. De Gaulle aurait même donné l'ordre de tirer dans le tas. De Gaulle est un homme de sa génération. Mais à Paris, le préfet Grimaud n'a pas contredit De Gaulle. Et il a désobéi à sa manière. Il a fait le tour des commissariats. Je vous montre là, si je peux, le visage du préfet Grimaud. Donc le préfet Grimaud, incognito, dans une petite voiture banalisée, a fait le tour des commissariats, a rassuré les forces de l'ordre, qui étaient passablement amochées par certains manifestants. Il leur a proposé de mettre une petite antenne infirmière, une petite antenne sanitaire dans le commissariat. Et en même temps, ça faisait un œil étranger qui évitait les bavures. Et surtout, le préfet Grimaud a légué à la postérité une lettre. Là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Pour résumer, elle parle de quoi, cette lettre ? Alors, c'est une lettre en 2 pages qui s'adresse à toute la maison. Alors, la maison avec un M majuscule. Plus personne ne parle de ça comme ça. Un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, celui des excès de l'emploi de la force. Le préfet Grimaud en parle. Il demande qu'on s'explique sur ce sujet, parce que si on ne le fait pas, les forces de l'ordre gagneront peut-être la bataille de la rue, mais perdront quelque chose de précieux auquel elles tiennent, la réputation. Je pense que vous pouvez la trouver sur Internet, cette lettre. On peut retranscrire justement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Et il explique effectivement que les forces de l'ordre subissaient de plein fouet, étaient immobiles, subissaient des jets de produits chimiques destinés à aveugler ou à brûler gravement. Et savait également, enfin c'était en mai 60, il savait également que les familles des forces de l'ordre étaient harcelées, insultées dans leur intimité. Il leur a rendu hommage en parlant de leur sang-froid et de leur courage. Ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Moi, je crois que nous aurons du mal à dire ça. Dommage que Nadia ne soit pas parmi nous, mais Nadia pourrait témoigner qu'un jour de descente de manif... Qui est Nadia ? Nadia est une manifestante, une militante que tu connais. Un jour de décembre, 3 CRS de base essayaient de protéger Nadia, et leur supérieur hiérarchique leur a frappé sur le casque. Les 3 CRS de base ont été matraqués sur leur casque par leur supérieur hiérarchique pour avoir protégé une manifestante. On peut vraiment se demander ce qui se passe. Alors qu'ils sont là pour ça. Exactement. Théoriquement. Exactement. Et il semblerait qu'il y ait un malaise au niveau des forces de l'ordre. Tout le monde a vu la vidéo où un CRS envoie un coup de casque à son supérieur. Oui. Une autre vidéo où ils se traitent de noms d'oiseaux entre eux. Alors, que se passe-t-il au niveau de la police ? Est-ce que ce n'est pas relié aux difficultés de toute la fonction publique ? Parce que la fonction publique, maintenant, ne peut plus fonctionner. Tout à fait. Soit les directives sont contradictoires, où il y a des entraves budgétaires, des entraves assez curieuses. Alors, les dysfonctionnements que l'on constate dans l'éducation nationale, dans les prisons, dans les hôpitaux, quand il s'agit de forces de l'ordre en manifestation, ça atteint un paroxysme. Alors justement, c'est pour ça qu'on pourra... aller la voir sur Internet. Alors justement, ça nous permettra d'entamer le premier thème. Moi, j'aimerais parler avec vous justement de la souffrance qui existe dans tous les corps de métier, notamment les policiers,
qui se suicident, les agriculteurs qui se suicident, les militaires, les professionnels de la santé qui sont en détresse, les professionnels de l'éducation nationale qui sont au bord du burn-out. J'aimerais recueillir un peu vos impressions là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la rue aujourd'hui. Donc voilà, j'aimerais qu'on en parle. Merci. Merci. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de suicides depuis un bon nombre d'années. D'ailleurs, ça a commencé par France Télécom, tout le monde se rappelle. Et puis, ça s'est propagé partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle va très très mal. Et les ouvriers sont très mal aussi. La France présente l'un des taux les plus élevés d'Europe, selon un rapport ONS, Observatoire national du suicide, qui dénombre entre 300 000 et 800 000 personnes salariées se suicident chaque année. Donc vraiment, il y a vraiment un gros problème à ça. Et j'aimerais aussi rajouter aussi qu'il n'y a pas ces adultes-là, de tous les corps, c'est-à-dire je vais parler des chirurgiens, des professionnels de la santé, des agriculteurs, des enseignants, etc., etc. Mais il y a aussi des forces de l'ordre, mais il y a aussi les enfants qui se suicident. Et ça c'est... Ça résulte d'une société malade, oui, vraiment. La société elle est vraiment malade. Il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe et il est grand temps de la soigner. Alors justement, c'est la raison pour laquelle on est là. Comme je disais en début de ce débat, c'est vrai que tous les mouvements dans notre histoire, tous les mouvements sociaux nous ont permis d'avoir des débats qui nous ont permis d'avoir des solutions. Donc du coup, qui veut répondre ? Je peux poursuivre un petit peu ce que disait Maria. C'est vrai qu'à la base, une des revendications premières des Gilets jaunes, alors c'est pas nécessairement les 4 centimes sur le gasoil, finalement c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du ras-le-bol, c'est juste qu'on a globalement depuis une vingtaine, une trentaine d'années des politiques qui sont complètement démentielles et qui génèrent un appauvrissement généralisé des populations. Tu crois que ça vient vraiment des politiques ou, je pense que ça vient vraiment des politiques, puisque aujourd'hui les politiques, ils appliquent ce qu'on leur dit. Oui, mais complètement. Mais après, je veux dire, le choix d'appliquer, par exemple, le choix d'appliquer un traité européen contre lequel la population a voté non en 2005, c'est des choix politiques qui sont pris par je ne vais pas dire des noms d'oiseaux, tant pis, mais tu peux. Par les politiques qui nous gouvernent et finalement contre nos aspirations et nos volontés. Donc, je veux dire, on ne peut pas avoir à la fois une politique qui permette l'évasion fiscale, qui nous fait perdre 100 milliards d'euros par an à la louche, qui favorise les grandes entreprises, je pense au CICE, qu'on double. Là. Donc il n'y a pas d'argent magique pour les hôpitaux, nous dit Macron, quand il rencontre des aides-soignantes. Par contre, il y a de l'argent magique pour les actionnaires du CAC 40 quand on double le CICE, même s'il licencie. Voilà, donc on est dans quelque chose d'assez... la France se retrouve finalement pilotée de manière assez schizophrène puisque les politiques appliquent finalement le contenu des traités européens qui les obligent à avoir des politiques finalement très néolibérales, à privatiser tous les secteurs publics, à démanteler le droit du travail, etc. Simplement en appliquant les feuilles de route que dicte la Commission européenne tous les ans. On parle de la privatisation en ce moment de l'aéroport de Paris. Oui, ça va dans la continuité de toutes les privatisations qui ont eu lieu ces dernières années, commençant par tous les réseaux, que ce soit l'eau, maintenant la SNCF, on a eu les autoroutes, et de toute façon, ça ne finira que quand il n'y aura plus rien à dépecer, à moins qu'on y mette un terme avant. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a des prétendus gouvernants qui appliquent ces politiques-là, et une population qui aspire à toute autre chose, en fait. Les gens, vous pouvez discuter avec les gens dans les manifestations, sur les ronds-points, etc. Moi, j'ai pas rencontré qui que ce soit qui veuille justement que les services publics soient démantelés, personne ne veut de la case du travail, même pas... Et le problème, c'est que ces politiques ont des conséquences qui sont justement l'appauvrissement généralisé de la population. C'est quand même assez incroyable d'avoir quasiment 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans un pays qui doit être la 5e ou 6e puissance économique mondiale et qui a 2200 milliards de PIB par an. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable. Et si cette espèce de ce que les éditorialistes vont définir comme France périphérique, c'est-à-dire que tous les Français qui sont pas impliqués politiquement, qui sont
qui aspirent juste à vivre en paix, tranquillement, avec leurs enfants, etc., on finit par sortir dans la rue. C'est l'accumulation d'années et d'années de dégradation de leurs conditions de vie. Les gens ont une certaine forme de résilience, donc ils ont tenu un moment, et puis arrive un stade passé lequel, eh bien, c'est juste plus possible. Là, on a des ménages qui bouclent à tout juste leur budget. On se retrouve à la merci, on se retrouve vulnérable au moindre aléa. Je veux dire, il suffit d'avoir une panne sur sa bagnole, il y a 500 € de frais, vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler, sauf que les 500 €, vous les avez pas en fait. Quand vous avez payé la maison, le loyer, etc., il reste rien. Et du coup, le moindre arrêt de travail ou un retard de paiement pour un artisan vire à la catastrophe. C'est pas normal pour des gens qui y travaillent. Alors justement, les gens aujourd'hui sont dans la rue pour demander du changement, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, ont arrêté de voter. Ma question, ça va être justement par rapport à ce mouvement. Est-ce que vous ne pensez pas que la révolution, elle peut aussi se passer par les urnes ? C'est-à-dire que passer par les urnes, c'est-à-dire que déjà on devrait avoir des dirigeants dignes d'exemplarité, parce que comment voulez-vous qu'on soit exemplaires, nous déjà petits, et à faire énormément d'efforts, lorsque là-haut ils ne sont même pas eux-mêmes exemplaires. Mais eux ils votent. Mais eux ils votent, ils se votent entre eux, voyez-vous. C'est ça le problème. Et on ne peut plus choisir, c'est-à-dire on a le choléra, la peste, enfin on fait tout pour avoir... voilà. Comment ? Ils sont plus cooptés que désignés par la population. Oui. Voilà, et puis donc ça nous énerve aussi un peu, parce qu'on voudrait que le peuple soit défendu, qu'il soit mis un petit peu plus en avant, qu'il y ait un pouvoir d'achat un peu plus conséquent. À partir du 5 du mois, une fois que vous avez tout payé, vous n'avez plus rien. Moi, par exemple, il a fallu pour mes lunettes et mes dents que je fasse un crédit quand même, pour me soigner quand même, Bon voilà, mes lunettes coûtent 1 000 €, c'est quand même un budget, c'est presque mon salaire. Donc voilà. C'est catastrophique de se soigner. Et puis, il ne faut surtout pas être malade, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, on vous enlève un jour de carence. Et bientôt 3, c'est ça. Plus les jours, comment on appelle ça, le Pentecôte. Les jours fériés. Les jours fériés, là. Il faut arrêter les jours de solidarité. Non, mais il faut arrêter. Alors qu'on sait qu'il y a du fric, il y a de l'argent, mal réparti, mal organisé, et c'est toujours au profit des mêmes. Des mêmes. Alors moi, j'avais excuse-moi de te couper. Non, je t'en prie. Je sais que tu en as des choses à dire. Ce qui me casse les couilles, excusez-moi du terme. Non, mais il faut être clair. Ça veut dire ce qui me casse les couilles, c'est que... Non, mais il faut dire, c'est que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui mangent, c'est toujours les mêmes qui sont dans la merde. Ça fait des années, on explique les choses. Il y a les moutons qui sont derrière et ils ne se sentent pas concernés par rapport à ça. Ils sont à la maison, ils continuent leur vie, ils n'en ont rien à foutre. Et nous, on se bat, d'accord ? Parce qu'il y a des gens, c'est pas normal qu'avec 1200 balles, ils n'arrivent pas à boucler les mois. C'est pas normal qu'il y a des gens qui, à la fin du mois, ils font des crédits. C'est pas normal qu'il y a des SDF dans la rue. C'est pas normal qu'il y a des gens, on ne se préoccupe pas forcément d'eux. Il y a plein de choses qu'il faut faire changer. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qu'on entend, d'accord, qu'ils détournent des millions d'euros et ceci. Il y a eu encore des personnes, des policiers du 36 qui a été incarcérés pour une histoire de viol. Ils sont sortis encore il y a 2 jours. Il y a des choses qui ne sont pas normales et il y a des choses qu'il faut changer. Et à chaque fois, c'est la même. Et quand on veut faire changer les choses, les gilets jaunes, c'est les méchants. Les gilets jaunes, de toute façon, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gilets jaunes, pourquoi pas manifester pacifiquement ? Pacifique, mon cul. Depuis le début, on sort dehors, on montre qu'on n'est pas pour... C'est pas notre éducation de la violence, mais à un moment... Enfin, moi, je veux dire, j'ai jamais connu des choses sans... C'est ce que Florence disait tout à l'heure. Dès que la violence s'est calmée, on a été insulté de branquignoles. Exactement. Voilà. Exactement. Je te laisse la parole. Après, il y avait eu cette tribune de l'abbé Pierre qui parlait justement de violence en disant il y a quelques-uns qui accaparent tout et qui, bien repus et les assiettes pleines, vont parler de violence quand ceux qui n'ont rien cherchent simplement quelques miettes pour survivre. Non, mais la violence, elle n'est pas du côté de chez nous. Ah non, bien sûr. Non, mais parce que j'en ai ras le cul d'arriver dans des endroits et qu'on me dise pourquoi vous ne faites pas comme en Algérie, pourquoi vous ne faites pas si, vous pacifique. Ça fait 3 mois qu'on est dehors. 3 mois qu'on est pacifique. D'accord.
Ça fait 3 mois que pour certains, ils devraient travailler le samedi. Bah, ils prennent l'initiative de venir sur la manif parce que c'est quand même pour notre avenir. Et pour ceux, il y a des choses à changer. D'accord ? Je veux dire, il y a des gens... tout à l'heure, tu m'as donné combien par rapport au nombre de chômeurs qu'il y a en France, à peu près ? 9 millions. Une catégorie. Ouais. Voilà, 9 millions. On est combien dans les rues de Paris ? Alors voilà, moi j'en ai ras le cul des médias qui commencent à dire qu'on est, je sais pas combien, 7 000 dans les rues de Paris, 27 000 en fin d'après-midi. Faut arrêter. 54 selon BFM. Non mais faut arrêter. BFM, c'est toujours les premiers qui racontent que de la merde, d'accord ? Et à chaque fois, il y a des gens qui se permettent de se faire dégager des plateaux, et puis on les revoit après revenir. Faut arrêter. Faut arrêter de marcher avec ces gens-là, parce que ces gens-là, leur but à eux, c'est d'éteindre le mouvement eux aussi. Voilà. Ils nous salissent, ils nous prennent pour je sais pas quoi. On nous prend, moi, je sais pourquoi je sors dehors. D'accord ? Je sais pourquoi je sors dehors. Je sors dehors parce qu'il y a des choses, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas compréhensibles. C'est pas compréhensible. Il y a plein de choses qui sont pas normales en France. Et il se passe des choses qu'on veut faire changer. Et au bout de 3 mois, on commence à nous raconter des ragots que les gilets jaunes ci, les gilets jaunes ça, on nous fait passer pour les gros méchants. Alors moi j'ai toujours à dire, de toute façon c'est simple, à partir du moment où on commence à parler de religion ou de je sais pas quoi, c'est qu'on fait peur. Oui, mais c'est parce que c'est simplement... On va sortir les sujets clivants pour essayer de diviser les manifestants, pour essayer de diviser l'opinion publique. Voilà. On s'est passé pour des méchants. Encore une semaine ou deux, et puis on a tous les gilets jaunes de manger des enfants. Moi, je suis sur le seul moment où ce que je vois, j'ai pas été défendre un policier depuis que je suis là. Parce qu'il y en a pas. Quand on commence à nous sortir qu'il y a plus de 1000 policiers qui ont été blessés, ouais. Où ? À quel moment ? Montrez-moi des choses. Moi, j'en ai pas vu un. Si, moi j'en ai vu un sur la place de la Bastille. Sa Oula, grenade BF4, il l'a laissé tomber par terre, elle a explosé entre ses jambes, il est reparti en boitant. On nous a présenté ça à la télévision comme étant un policier blessé par les manifestants. Il s'est blessé ce qui est assez cocasse. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que. Malgré la carapace qu'il peut avoir, etc. Donc, ce qui est. Enfin, moi, à partir du moment où... Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Hein. Moi, avant de commencer le mouvement, en politique... je connaissais rien de la politique avant de venir. En 3 mois, j'ai direct. Hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, justement, il est politique. Hein. Oui, mais le problème politique... La situation dans laquelle on se trouve en France, elle est le résultat de politiques qui sont clairement, volontairement déterminées. À un moment donné, c'est pas fortuit. La situation ne se dégrade pas pour la plupart des gens par hasard. C'est simplement l'avènement d'un ordre capitaliste néolibéral qui nous est imposé d'ailleurs par l'Union européenne, en grande partie. En tout cas, l'UE va fonctionner... Il se passe la même chose dans les autres pays. Hein. L'UE va fonctionner comme un moyen d'imposer à 28, maintenant 27 États et surtout 27 populations, des politiques ultralibérales dont ils ne veulent pas et que personne n'aurait accepté s'ils avaient eu le pouvoir d'en décider seul. Sauf qu'on n'a pas... Non, mais le problème, c'est que quand je vois... Voilà. Après, on va laisser mais quand moi, je vois des personnes sur des plateaux de télévision qui se permettent d'avoir des débats avec des gilets jaunes, qui se permettent de dire « faut arrêter là ». D'accord. Faut arrêter, faut rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on obtient ? Mais pourquoi tu me donnes 1180 balles par mois, tu me demandes de rentrer chez moi ? On a eu combien de morts depuis le début du mouvement ? Il y en a eu un paquet, 12 ou 13. Il y a eu combien de personnes qui ont été mutilées, qui ont pris des flashballs dans la gueule, qui se sont fait démonter 25. La gueule, qui se sont fait arracher les cheveux pour des femmes. Il y a des mecs qui ont été en détention. Et ça, faut pas l'oublier. Il y a des mecs qui sont en détention. Il y a des mecs... Je vais pas citer de nom, voilà, mais il y a des mecs qui ont pris des détentions, qui ont pris une forte peine pour avoir défendu une femme. Oui. Pour avoir défendu une femme. Moi, j'étais à Opéra. On s'est fait gazer à mort. Moi, je me suis retrouvé, ils ont gazé, mais un gaz, mais même moi, je me suis écroulé. Il faut arrêter de dire le gilet jaune ci, le gilet jaune ça, ni nana. On sort pas dehors pour amuser la galerie. On est en train de faire... On veut avoir une meilleure situation et quelque chose de concret. Des choses de concret. Moi, je suis désolé, il y a des choses... Je suis pour aider tout le monde. Moi, je suis pour aider tout le monde. Pour aider tout le monde. Pour arriver à aider et à solutionner les questions... Je vais vous couper parce que ça passe très très vite. Florence. Vous savez... mes 3 partenaires sont davantage sur le terrain, sont davantage représentatifs des Gilets jaunes que moi. Bon, à mon avis, la plus grande faiblesse des Gilets jaunes, c'est leur gentillesse. C'est pour ça qu'on se permet de leur parler comme à des enfants, il faut rentrer à la maison. Il
faut rentrer à la maison, coucouche panier, papaton rond, pour que une petite minorité continue à se goberger. Et le problème, ce sont les suiveurs. Comme tu dis, les 9 millions de chômeurs, et nous sommes au maximum 300 000 dans les rues. Bon. Ben alors peut-être nous pourrions faire l'inverse, aller jouer gilet jaune pro-Macron. Tu nous embauches à 9 075 € par mois. C'est le salaire des 4 conseillères de Marlène Schiappa, notre bien-aimée et honorable, qui est le droit des femmes. Hein. Oui, elle vient de déclarer que le peuple, c'est pas la foule. Elle était merveilleuse, magnifique, en train de déclarer ça. C'est cette jolie poupée. Bon, alors à ce moment-là, nous devenons gilet jaune pro-Macron, 9 075 € par mois, logement de fonction. Et pour financer ça, nous suggérons à Macron qu'il multiplie les impôts par 10 en ce qui concerne tous les moutons. Et en ce qui concerne le monde meilleur, tous ces braves gens, quelles que soient leurs ressources, y compris les fameux 1% multimilliardaires, tous ces braves gens vont vivre un monde sans papillons. Eh bien, à ce moment-là, polluons allègrement, le tri, on s'en balance, on part tous au bord de mer, nous balançons nos sacs en plastique dans la flotte, que l'océan de plastique s'amoncelle. Non mais à ce moment-là, il faut se la jouer Apocalypse Now, être aussi apocalyptique et destructeur qu'eux. Parce que ces manifestations du samedi, en fait. C'est pas seulement... Attends, il y en a marre, moi j'ai 64 ans. Les problèmes que soulèvent les Gilets jaunes... j'ai entendu depuis ma naissance. Oui, bon, depuis ma naissance. Justement, c'est toujours les mêmes forces qui sont en puissance. Mais alors, je vais crever, ce sera au même point. Seulement, on aura trouvé mieux, c'est les jeux du cirque, revus et corrigés. Le samedi, gilets jaunes contre gilets bleus. Et tu as vu, quand on était gazés, là, quand nous sommes partis en manif sauvage, nous étions gazés, il y avait une bande de pauvres andouilles là, qui mangeaient un petit truc minable dans un restaurant. Ils nous regardaient avec un petit air supérieur. Ils ont reçu un scud dans les oreilles. Tu es bien d'accord, j'aurais mis les orques de Staline dans les oreilles. Et ils le méritent. Parce que ces gens-là, moi j'ai l'impression que la planète est devenue un camp de concentration à ciel ouvert. Nous sommes du mauvais côté du camp de concentration. Nous sommes en pyjama rayé derrière les barbelés. Par contre, 100 mètres plus loin, on voit une rampe qui monte là. Et les braves gens montent la rampe, bien habillés, convenables. Certains poussent la poussette d'enfants. Et quand les pauvres détenus leur disaient « Mais il ne faut pas aller là, vous allez être dépouillés, vous allez être gazés. » Ah non, on ne les écoutait pas. Et ça, c'est véridique. Ça s'est passé. Mais nous sommes dans la même situation. Moi, je serais détenu et je verrai ça. J'irai voir le patron du camp de concentration et j'enverrai tous les autres à la chambre à gaz. Je sais que ce que je dis est incorrect. Je dépasse la bienséance. Florence, il me semble que si comme tu le déplores, les choses ne changent pas depuis 60 ans, ou je ne sais pas, je n'ai pas besoin de participer sur ton âge, c'est peut-être précisément parce que, faute d'avoir le bon diagnostic, il n'y a pas le bon remède n'est pas appliqué. C'est-à-dire qu'en fait, mais les diagnostics, on les a fait depuis longtemps. Les diagnostics, on les a fait depuis longtemps. Les manifs, on en a fait. Et des réunions de patati, des réunions... En ce qui concerne la situation de la femme... Il faut agir sur le cadre juridique qui nous impose les politiques dont on ne veut pas. Bon, alors, à ce moment, une révolution à l'islandaise. Parlons-en. Pourquoi pas ça peut être vrai, mais en fait, on y vient petit à petit. Là. Ça pourrait être un scénario, mais... C'est des sujets dont vous parlez dans les ronds-points alors, la révolution à l'islandaise, on en parle sur les... Je le lis dans les commentaires Internet, et sur les ronds-points, est-ce qu'on en parle ? Et on parle de tout sur les ronds-points, en fait. C'est justement, d'ailleurs, ce qu'il y avait de plus subversif dans les ronds-points. C'était de recréer une espèce d'agora locale où des gens qui, d'habitude, sont isolés chacun chez eux devant leur télévision à manger de la propagande, se retrouvent, discutent, échangent, réfléchissent ensemble et se rendent compte, finalement, qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes aspirations et se rendent compte, surtout, qu'ils ont plus d'intérêt à se regrouper, à se rassembler sur ce qui les rassemble qu'à se tirer dans les pattes en fonction de faux clivages ou d'étiquettes que peuvent poser tel parti politique, tel syndicat ou tel média. Et c'est, il me semble, ce qu'il y avait de plus subversif dans l'occupation des ronds-points, et il me semble que c'est la cause d'ailleurs de l'ordre qui a été donné de les démanteler. Alors justement, il y a une phrase qui a été dite par Jérôme Rodriguez dans les médias que je trouve très intéressante. Aujourd'hui, ce mouvement a permis justement que les Français retrouvent la fraternité. Il manque plus que l'égalité et la liberté. C'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase. C'est tout à fait juste. Moi, j'ai vécu des jours durant sur un rond-point. Je pense que ceux qui n'ont pas eu cette expérience ne peuvent pas imaginer à quel point il y a vraiment eu, effectivement, de fraternité. Il y a vraiment eu de la solidarité hallucinante. Des gens qui venaient nous donner des denrées, de la nourriture, d'autres des couvertures parce qu'il faisait froid, certains une stère de bois parce qu'il fait froid aussi.
là, c'est le club de chasse qui passe et qui nous dépose un morceau de chevreuil. Et puis la grand-mère qui habite un peu plus loin et qui passe nous voir tous les jours dit tiens, moi, je vous le prépare, et qui revient avec le lendemain et on fait un repas tous ensemble. Enfin, c'est beau de voir ça. C'est beau. Moi, ça faisait vraiment chaud au cœur. Il fallait ça pour justement nous réunir. C'est quelque chose qu'on avait perdu qui revient. L'antisystème capitaliste, individualiste et égoïste on a réussi à passer outre justement sur les ronds-points. Et puis finalement, quand on voit les guignols que nous avons élus, je pense que on n'importe lequel d'entre eux. Alors justement, Florence, moi je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui est quand même important. Donc tout à l'heure j'ai posé une question. Pour toi, la révolution, elle ne passera pas par les urnes. Toi, tu as arrêté de voter. J'ai déchiré ma carte d'électeur en avril 2000. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que la fonction publique partait vraiment... Que les forces de l'ordre se laissaient manipuler par n'importe qui, n'importe quoi. Mauvais coup en avril 2000, j'ai laissé passer. Deuxième mauvais coup en 2011, j'ai dit alors là, trop c'est trop, je vous fais un procès. Pour l'ordre de la police, même si. Bon, et je crois que ce qui m'est arrivé, beaucoup de personnes ont vécu ce que j'ai vécu et ils n'y ont pas résisté. C'est une arme secrète de certaines polices pour vous briser. Ça arrive à la perfection, on en parlera une autre fois. Et donc j'ai déchiré ma carte d'électeur. Et concrètement, lorsque Jean-Marie Le Pen était au premier tour, je disais Jean-Marie à l'Élysée et Arlette à Matignon. Bon, oui, parce que le Front National a réussi un miracle, faire élire Chirac. Alors faire élire Chirac, c'était vraiment un miracle. Le Front National est un peu là pour ça aussi. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est toujours le même scénario, on nous revend pour les européennes. D'ailleurs, et Marine Le Pen a fait élire Macron. Elle est promue pour ça. Elle a été utilisée à ça. Elle sert qu'à ça. Le Front National est très content entre Strasbourg et Bruxelles à faire ses petites affaires. Le Front National ou le Rassemblement National sont des machines à faire gagner l'adversaire. Et je rappelle que le Front National aussi s'est rétracté après les élections présidentielles en disant il est hors de question de sortir ni de l'UE et ni de l'euro. Et en même temps, ils ont besoin de retrouver un peu de trésorerie, donc ils vont au plus offrant. Non, de toute façon, le problème, c'est que c'est tout le système de désignation des représentants qui ne va pas. C'est-à-dire que tu ne vas pas voter, tu déchires ta carte électeur, c'est bien, mais tout le monde ferait pareil. Eh bien, il n'empêche qu'il n'y a pas de quorum à une élection, dans nos règles électorales. Donc, il suffit que le type qui se présente aille voter pour lui pour être élu, même si c'est le seul suffrage exprimé. Donc, en réalité, c'est là où on a vraiment besoin d'un renouveau démocratique qui passe, pourquoi pas par le RIC, qui passe nécessairement par la reconnaissance pleine et entière du vote blanc comptabilisé comme un candidat. Actuellement, encore une fois, si sur un corps électoral de 100, on a 90 personnes qui viennent voter et que 60 votent blancs et que les 30% restants sont répartis, 20 pour le candidat A, 10 pour le candidat B, les médias, avec nos règles électorales, on nous dira qu'à 90% de participation, le candidat A a été élu à 66% des suffrages exprimés. C'est un scandale. Non mais si tu veux, après ce qui m'est arrivé, et on revient à la police et à la fonction publique, j'ai découvert une chose en 2000 que je n'avais aucun droit. Puisque j'ai aucun droit, j'ai aucun devoir. Alors depuis, je me lâche, et je me lâche grave. Et nous avons même formé une pétition pour demander la déchéance de la nationalité française. Non mais attends, nous avions demandé la déchéance de la nationalité française, oui, et de façon à être reconnu apatride, et d'avoir un statut de réfugié, et de chercher un pays étant susceptible de nous accueillir. Et donc pendant ce temps-là, je me suis retiré dans ma bulle. Non, je me suis retiré dans ma bulle parce que malheureusement, nous n'avons pas été assez nombreux pour demander la déchéance de la nationalité française, mais en 2000, nous l'avions demandé. Maintenant les Gilets jaunes, ces papillons jaunes du 17 novembre, qui s'approchent à 30 mètres de l'Élysée, c'était vraiment fascinant. J'ai commencé à suivre, j'avais des gros problèmes de santé, j'ai commencé à suivre des petites manifs, à discuter avec les gens, à m'apercevoir qu'il y avait quelque chose. Et nous nous sommes rencontrés avec Maria, nous nous sommes rencontrés avec toutes sortes de monde, nous avons rencontré beaucoup de monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à la révolution islandaise, qui me semble intéressante. Et ce qui me semble intéressant, c'est que sinon, d'après les commentateurs de la révolution islandaise, si l'on applique les critères de représentativité des États-Unis, la France pourrait se contenter de 17
17 sénateurs et de 73 députés. Vous vous rendez compte? Le problème, c'est pas le nombre de députés. Le problème, c'est de faire en sorte qu'ils travaillent pour l'intérêt général et pour le peuple, et pas pour l'intérêt des multinationales et leur carrière personnelle. Oui, mais 17 sénateurs et 73 députés... Il peut y en avoir 1000, il peut y en avoir 17, ça change rien. Le point, il faut les faire bosser dans le sens qu'on veut. On les nourrit quand même, ces gens-là. Il ne faut pas oublier ça aussi. Tu peux les surveiller, les 17 députés, 73, les 17 sénateurs, 73 députés, et à mon humble avis, il faudrait renoncer à tout le tralala, à toute la pompe monarchique de la République, les dorures et la pourpre. Leur bureau, comme les bureaux de tout le monde, à la Défense, et eux, effectivement, iraient habiter à Sarcelles, comme ça, ils connaîtraient les quartiers. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Non, mais attends, est-ce que tu penses le problème, c'est que c'est pas les députés et sénateurs en France. Est-ce qu'on peut gouverner un pays moderne à partir de l'Élysée? Regarde l'Élysée, c'est une bonbonnière construite pour une cocotte, ça rappelle 1900, tu relis Nana Zola, tout ça. Bon, c'est une cocotte, c'est une poule de luxe, l'Élysée. Avant la Première République, l'Élysée était quand même un endroit de débauche, juste exactement. en passant. Ça allait rester. Mon problème, c'est pas ça. Un pays moderne doté de l'arme nucléaire à partir de la bonbonnière qu'est l'Élysée. Mais c'est pareil pour l'hôtel de ville. Peut-on gouverner Paris à partir de ce qui maintenant est devenu Château Hidalgo? Florence, à mon avis, le problème, c'est pas ni l'Élysée, ni les bonbonnières, ni même le nombre de députés ou leur fonction, c'est que de toute façon, nos députés ou même l'occupant de l'Élysée, que j'ai pas envie d'appeler président, n'a pas le pouvoir politique. Les politiques qui nous sont imposées ne sont pas des choix délibérés de nos députés ou de nos représentants ou même encore du président de la République. Ils nous sont imposés directement par le cadre juridique européen qui nous impose l'austérité, qui nous impose la privatisation. Alors que faire alors aller tous faire gilet jaune à Bruxelles et s'emparer du Parlement? Ça pourrait avoir un sens. C'est un bon message. On a été invité par les gilets jaunes belges. Justement, il y a un appel le 26 mai à se rendre à Bruxelles, justement. D'accord, faire manifester. Mais est-ce que c'est pas une manière de mettre les contestataires français loin de leur bureau de vote pour le 26 mai? Moi, je choisirais une autre date. C'est que je pense Bruxelles, que c'est à 3h de Paris quand même. Il y a Miko qui veut dire quelque chose. On peut aller voter le matin et puis faire ce qu'on a à faire après. Mais en ce qui concerne les multinationales, notre ami, le merveilleux guitariste, sur les Champs-Élysées, devant Apple paie tes impôts, alors qu'il y avait déjà eu gazage, canon à eau, tout le cirque, et nous faisait chanter Apple paie tes impôts. Mais devant Apple, les il a le CRS. droit non, mais de toute façon, là, moi, je voudrais dire quelque chose parce que changer. Là, je voudrais dire quelque chose parce que depuis tout à l'heure, j'essaye d'en placer une. C'est difficile. Vas-y, on te donne la parole. Moi, ce que je vois depuis le début, c'est qu'il y a un gouvernement. C'est ferme ta gueule, rentre chez toi et subis. C'est tout ce qu'on voit, d'accord? Donc maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. On voit bien, qu'est-ce que je vois? Comment je le vois? Facebook, censuré à mort. À mort. On passe de 0 à 60, ça redescend à 2, 3, et c'est bloqué. Et quand les gens ont dit partager, ils partagent pas les lives. On peut plus partager, c'est bloqué à mort, pour certains. Ensuite, de 2... Quand on ouvre un peu trop sa gueule, on a des convocations. Quand on fait des appels, ils nous bloquent au péage. Ils font le maximum. Tu la fermes, tu subis. C'est ce que j'ai vécu en avril 2000. Donc c'est tout ce qui se passe. Moi, ce que je vois là, je vois pas. Moi, je regarde pas ce qu'il y a là, je regarde ce qu'il y a. C'est ça le problème. Ce qui se passe au-dessus de nous, il y a des forces de l'ordre qu'on leur a demandé, ils appliquent un boulot. Et au-dessus, clairement, voilà, ils ont peur. Ils ont peur clairement qu'il y a une vraie révolution, qu'on renverse tout ce qui a renversé, et c'est ça le gros problème. Le gros problème, moi, pour ma part, j'ai tendance, moi, je suis quelqu'un je veux pas qu'il y en a qui vivent plus que d'autres. On sera peut-être pas d'accord surtout. On n'est pas d'accord surtout. Et on ne sera peut-être pas d'accord avec toutes les personnes qui m'ont... Moi, j'estime que c'est inadmissible qu'il y a des personnes, d'accord, qui sont à l'Assemblée ou n'importe où, d'accord, qui touchent pour certains 7 000, pour certains 14 000, ou je ne sais pas combien. C'est inadmissible. Moi, j'estime... pouvoir d'achat des Français. Non, mais moi... Non. Mais parce que le pouvoir d'achat, on parle d'un pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, c'est pas... Enfin, pour ma part, c'est pas trop ça. Il y a des gens
qui galèrent, mais grave. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Et quand tu sers ton pays, c'est pas normal que tu touches les hommes. Je suis désolé, tu sers ton pays, tu devrais toucher moi. Justement, On en a déjà discuté. pourquoi galèrent-ils en fait les gens? C'est parce que, comme le dit Macron, pour le coup, il a raison sur ce point bien seulement, hein, il n'y a pas d'argent magique. Quand je fais des cadeaux aux multinationales, quand je fais des cadeaux aux grandes fortunes à qui je permets une évasion fiscale massive, eh bien cet argent, il faut bien que j'aille le prendre quelque part ailleurs. Et justement, on va le prendre sur les petites gens, sur les petites classes. Moi, il y a un parallèle que je trouve assez édifiant. Avant la Révolution française, dans l'Ancien Régime, l'impôt le plus injuste et le plus contesté dans les cahiers de doléances, c'est la gabelle, donc la taxe sur le sel, qui est faramineuse parce que simplement les gens sont obligés d'acheter du sel. C'est le seul moyen de conservation des aliments. Et ben c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les carburants, les gens sont obligés de faire le plein de leur voiture parce qu'ils ont besoin de se déplacer pour aller travailler. Ils ont besoin de se déplacer d'autant plus que dans toute la province et dans les campagnes, eh bien, on ferme tous les services, là la poste, là les maternités, là les écoles. Et du coup, on est obligé de faire de plus en plus de kilomètres. Et donc, de toute manière, quel que soit le prix du gasoil, on sera obligé de faire le plein. C'est pareil vous avez maintenant des taxes qui augmentent, la TVA par exemple, ou sur l'électricité. Vous prenez votre facture d'électricité, regardez le détail, il y a des taxes sur l'acheminement d'électricité par exemple. Pourquoi pas, si ça doit servir à entretenir le réseau, pourquoi pas. Mais il y a 20% de TVA dessus. Donc on paye 20% de TVA sur une taxe. Bah oui, parce qu'il faut bien aller prendre l'argent qu'on donne au gros quelque part. Et là-dessus, on fera toujours plus de laine en dépeçant 70 millions de moutons maigres que les 1% de moutons gras. Justement, cette semaine, oui, il me semble que c'était cette semaine, il y a eu une étude qui est sortie justement par rapport du passage au franc à l'euro. Oui. Cette étude qui a été menée par le Centre politique européen a dit... Alors, il y a des personnes qui seront d'accord, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, mais quand on est passé du franc à l'euro, chaque Français aurait perdu en moyenne 500 € par mois. C'est possible. C'est possible, je dirais même plus, parce qu'à 5 mois, on n'a plus rien. Oui, mais on ne peut même plus économiser, on ne peut plus rien faire. Exactement, mais en gros, le passage du franc à l'euro nous aurait biaisé. Et justement, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce qu'il va y avoir les élections européennes. J'ai bien entendu, Florence, que toi, tu ne votais plus. Vous pensez quoi des partis politiques, justement, qui promettent toujours une autre Europe? Moi, de toute façon, non, mais en parti politique de base, hein, moi, je vois juste qu'ils veulent tous le trône. Puis quand ils ont le trône, ils nous chient tous dessus. Alors je sais pas ce qui est au-dessus, j'en sais rien, mais apparemment la place, elle vaut de l'or. Non, mais je parle de tout. La soupe est bonne. Je parle de tout. Je parle de tout. Tout. Je sais pas ce qui est au-dessus, mais la place, elle est bonne. Hein, parce que les mecs, ils sont prêts, on mange ensemble, et puis derrière... Donc il y a un moment, moi, je sais pas, moi, j'ai rien à dire personnellement. Pour moi, je pense que moi, je fais confiance à personne. Et moi, je suis juste pour une France meilleure. Donc moi, je me bats pour qu'il y ait des choses qui s'arrangent. Maintenant, il faut se battre et trouver les choses... Ça passera pas par le vote pour toi? J'en sais rien. Moi, je pense qu'on n'a jamais obtenu une omelette sans casser des œufs. Oui. Donc, je pense qu'il y arrive un moment, de toute façon... Quoi qu'il en soit, et toutes les situations qu'on fera, depuis le début du mouvement, on entend parler les gens Macron ci, Macron ça, et depuis le début du mouvement, j'en entends parler de partout. Le système de la pyramide, et le bordel, et le ceci, et le cela, et on me raconte des trucs que moi-même, j'en ai jamais vu la couleur. Donc, je sais pas, on verra, mais si c'est vraiment vrai, tout ce qu'on dit, on a beau... les gens, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Tout ce que tu vas tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas voter, que ce soit le Front National, quoi que ce soit, ça sera la même chose. Il faut arrêter de rêver. Les gens, ils sont en train de s'entuber parce que l'autre, il veut voter ceci, l'autre, il veut voter Front National. Ils vont rien faire du tout. Ça fait des années, plus de 40 ans ou je sais pas combien, qu'on vit. C'est un pays qui a toujours vécu comme ça avec l'immigration. C'est la même chose parce que le même cadre juridique perdure au-delà des clivages ou des alternances, puisque effectivement, dans la mesure où l'austérité et l'ultralibéralisme qui nous est imposé l'est par les traités européens et par l'Union européenne ou la Commission européenne, qui donne sa feuille de route à tous les pays tous les ans, quels que soient les résultats des élections, eh bien, effectivement, tu peux voter, tant que tu restes dans ce cadre-là, et soumis à ce cadre-là, tu peux voter de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le panel et tout l'arc-en-ciel. Ça ne changera rien, puisque ce ne sont pas les gens que tu désignes par le biais de cette élection-là qui décident de la politique. Donc, si une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, qui me semble être le bon,
nous ne pourrons arriver à changer les choses dans le sens auquel on aspire, de plus de justice sociale, qu'en s'affranchissant de ce cadre juridique. C'est pas impossible, les Anglais sont en train de le faire et sortent de l'Union européenne. Eh bien, il me semble que c'est par là que nous devrions tous commencer. Donc, dès lors, soutenir les politiques qui le proposent. Bon, il y a pas, c'est vrai que pendant les présidentielles, il y avait quand même 11 candidats. Il y en avait 10 qui étaient pour une autre Europe et un qui était pour le Frexit. C'est ça. Et les élections européennes peuvent être l'occasion de lui donner un coup de pouce, puisque de toute manière, on n'arrivera à rien. Non, mais de toute façon, le gouvernement, ce que j'ai vu, le gouvernement, je te coupe juste 2 minutes, après je te laisse terminer. Le gouvernement, il n'est pas pour nous. Ça, on le sait. Non, mais ça, tu le sais, moi. Oui, on le sait. Mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Le gouvernement, il n'est pas pour nous. Quand je dis pour nous, je parle pour le petit peuple. Il ne défend pas l'intérêt général. Il n'est pas pour nous. Donc, à partir du moment où il y a certaines personnes qui vont essayer de défendre, ils vont tout faire pour que ça ne se passe pas comme nous, on le souhaite. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a jamais eu d'omelette sans casser des œufs. Parce que la seule chose qui fera des choses dans notre sens à nous... Et moi, je connais pas. Moi, je connais casser pas. des œufs tout court, ça fait pas une omelette, hein, si on n'a pas à la poêle et de la gazinière en dessous. Mais être casse-pied, ça plombe bien l'ambiance. Parce que moi, je peux pas casser. Je peux pas être casseuse. Je peux pas. Non. Mais casser les pieds, ça leur plombe bien l'ambiance. Parce que nous sommes réduits à l'état d'esclavage. Nous sommes insultés, humiliés, mais nous devons être positifs et souriants. Nous devons être des larbins dociles, souriants. Eh ben, il faut faire la tête. Il faut leur casser les pieds. C'est juste. Mais en ce qui concerne la casse. Pourquoi forcément casser? Chaque fois personne ne casse autour de cette table. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi forcément... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est parce que quand je dis il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, les gens pensent directement à une révolution de ouf. Je dis pas qu'il y a... Qui pourrait arriver. Mais qui pourrait? Et il y a des grandes chances. Mais tant mieux. Dans l'immédiat, je le dis et je le redis, le samedi, pour ma part, je parle pour ma part, moi, ça ne suffit pas que le samedi. Parce que le samedi, c'est très bien. On sort dans les rues de Paris, les marathons de 40 km, à faire les cakes, moi je les vois, faut arrêter. Les gilets jaunes, faire des bises au CRS, et vas-y. Et puis 2 heures après, on te démonte la gueule. Dire... Non, mais il faut dire les choses. Et les touristes se marrent, et aux terrasses des cafés, on s'amuse. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que nous, on voit, il y a des gens qui ne le voient pas. Moi, quand je vais à certains endroits qu'on me dise il y en a marre de ci, il y en a marre de ça, je suis à 2 doigts de mettre des bourpées parce que j'en ai vraiment ras le cul. Hein. Non, mais les gens, on le fera et tous ensemble. Le problème des bourpifs, c'est que ça fait le jeu de Castaner. Écoutez-vous. Le problème des bourpifs, c'est que ça fait le jeu de Castaner. À un moment donné, c'est aussi de ça dont il faut être conscient. C'est pour ça que c'est pas illogique de saisir de l'élection européenne qui arrive. Hein. Moi, le 26 mai, ça sera mon anniversaire. Faites-moi plaisir, le plus beau cadeau que je pourrais recevoir, c'est 0 député macroniste. Mais d'ici là, on sera peut-être crevés. Et pour ça, il faut aller voter. Non, mais pour ça, il faut aller voter. Mais d'ici le 26 mai, on sera peut-être tous crevés. Et il y a les huissiers qui arrivent, il y a ceci, il y a cela. Moi, je serais carrément qu'on réquisitionne. Mais on peut. Tu as vu ce que j'ai dit quand j'étais sur les Champs-Élysées? Tant pis si je suis poursuivi. Vuitton réquisition. Le magnifique magasin insolent qui est gardé par les CRS et par la BAC. La BAC et les CRS sont là pour garder le haut luxe. Hein. Dans ce genre de boutique, 1 500 €, t'as même pas une culotte. Là, ils sont certainement en train de... t'as même pas une culotte. C'est ce que me disait une idiote d'assistante sociale qui me disait, vous savez, madame, le RSA, écoutez, le RSA, 450 €, c'est même pas le prix de maillot de bain chez RS et je suis naturiste. Alors on est resté comme ça. Mais moi, étant donné que j'ai plus de droits, j'ai plus de devoirs, donc je me lâche. Mais pour en revenir, sur les Champs-Élysées, par exemple, on réquisitionne le magasin Vuitton. Pour le 16 mars, quartier général, gilet jaune, chez Vuitton. La marchandise, la camelote, qui est du luxe clinquant, du faux luxe, qui est une insulte au vrai luxe français. C'est du porno chic pour Éternel Puceau. Cette camelote, on la distribue gratuitement aux touristes. Hein. Mais qu'est-ce que ça lui fera à Bernard Arnault, 4e fortune mondiale? Ça lui fera pas grand-chose. Mais ça lui fera pas grand-chose. Mais au moins, ce sera un symbole. Vous avez faim, vous avez faim, vous crevez la dalle. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Lafayette Gourmet d'un côté, la grande épicerie de l'autre, qui appartient également à Bernard Arnault, c'est derrière le bon marché. Et vous faites des provisions, et on ramène tout ça dans le centre de Paris. On pourra même inviter le préfet de police à la dinette. Tu es là, Robin des Bois des Gilets jaunes? Exactement. On pourra toujours inviter le préfet de police, parce qu'après tout, il est comme préfet de police. Et la ficelle à gâteau sur son uniforme d'apparat, ça lui fait pas une solde extraordinaire, et il peut certainement pas s'offrir tout ce que l'on trouve dans ces belles boutiques.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais les Gilets jaunes ont fait quand même d'autres trucs. En semaine, le 6 mars, et le 6 mars, ils sont allés à Chamalières, ils sont retournés le 9 mars, pour évoquer le problème du CFA, puisque la monnaie est fabriquée à Chamalières. Et qui évoque problème du CFA, évoque problème de l'euro. Parce que l'Afrique est sous tutelle par le CFA. Le CFA, c'est la Banque de France, mais notre Banque de France, elle est sous tutelle de la BCE. Qu'est-ce que c'est? C'est la Banque commune européenne, je crois. La Banque centrale européenne. Oui, la Banque centrale européenne. Donc, nous qui sommes sous tutelle de la Banque centrale européenne, nous nous permettons de maintenir sous tutelle nos anciennes colonies africaines prétendument décolonisées, et les Gilets jaunes ont fait un sacré bon boulot. Tu vois, ça, c'est un exemple d'action qu'ont fait les Gilets jaunes. D'autres Gilets jaunes sont allés protester contre les frappes françaises au Tchad. Alors, il nous reste vraiment... on arrive à l'heure. Là, on a 1 heure de débat. On va faire un petit tour de table pour conclure. Et Mikou, on va commencer par toi. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, donc profites-en. Il y a plein de choses qui ont été dites, qui n'ont pas été dites aussi. Moi, je voulais parler de la page que j'ai faite sur les réseaux sociaux par rapport au Street-Medic, donc Street-Medic-Paris, où j'ai commencé à mettre en place des petits lives. Alors que j'ai stoppé un petit peu pour le moment parce que je suis pas mal censuré, où j'ai expliqué un petit peu et je faisais, on va dire, des animations en expliquant un petit peu pour expliquer ce qu'il fallait faire, pas faire, le type de LBD, etc. Et pas mal de choses qu'il y avait sur les réseaux qui étaient plutôt bien. Pour moi, j'ai stoppé un petit peu. Et par rapport à tout le reste qui a eu, moi, j'insiste vraiment par rapport je fais des maraudes dans les rues de Paris avec une équipe où on donne des vêtements et pas mal de choses. Alors, je passe le bonjour à Koussaï Maraude aussi et Fatitia qui font aussi beaucoup de maraudes du côté de Porte de la Chapelle. Voilà, donc moi je passe le bonjour à tous ceux qui sont avec moi dans la maraude, donc Natalia et tout le monde. Il y a des choses qui sont importantes, on a besoin énormément de n'importe quoi. Je vois énormément de gens, des personnes qui dorment dehors, qui n'ont pas de chaussures, qui marchent pieds nus dans la rue, qui n'ont pas forcément un t-shirt, un jean. On a eu des tentes, on a eu des matelas, on a eu pas mal des matelas type Go Sport. Voilà, c'est vraiment très 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 important de pouvoir, parce que c'est des gens qui ont besoin, c'est des personnes qu'on ne voit pas, et pourtant Dieu sait comment ils sont nombreux, mais ils croient, ils le savent très bien qu'ils ont déjà d'avoir des zones sociales. Il y a des priorités en France que moi je cautionne pas, mais bon, voilà, on les met un peu à l'écart parce que c'est des gens qu'il faut aider, c'est très 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 important. Et malheureusement, avec Macron, la personne qui nous sert de président en France, il serre la vis de plus en plus. Et je pense qu'il n'a pas encore compris qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la merde. Et au contraire, pas trop, parce que depuis le début du mouvement, il augmente le gazole à mort. Il y a je sais plus combien. Il y a encore un mois en arrière. C'est lui qui nous coûte un peu de dingue. Non, mais il y a eu un mois en arrière. Ils ont augmenté l'alimentation. Voilà, et il y a eu plein de choses. D'accord. Alors moi, je veux bien, on augmente tout, mais nos salaires, ils n'augmentent pas. Alors moi, je suis désolé, on est un petit peu les prostituées de la France, parce que si on ne paye pas nos impôts et on ne paye pas ça, on a des problèmes avec les macros. Et les macros, c'est qui? Dieu le seul sait. Si on ne paye pas nos impôts, quoi que ce soit demain, on se retrouve dans la merde. Et c'est un petit peu ça, on est un petit peu les prostituées. Voilà, les prostituées, ils ont un macro, et s'ils leur filent pas l'argent, pas ça, c'est un peu ça. Nous, on travaille, si on ne paye pas nos impôts, si on ne paye pas les taxes, on ne paye pas ci, on ne paye pas ça. Et Dieu seul sait qu'on est un des seuls pays dans le monde entier où on est le plus taxé. Ici en France, et je peux vous dire qu'on est taxé. Hein. Alors, et c'est difficile. Alors, voilà, moi je parle pas, je parle pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils suivent pas un peu ce qui se passe et pourquoi nos revendications, et on écoute les on-dit pourquoi on sort, mais il se passe pas ils voient pas ce qui se passe à côté. Donc voilà, clairement,
j'ai plus grand chose à dire. Je vais laisser ma collègue prendre la parole. Mais voilà, la misère, tous ces problèmes. Et les gens qui me disent arrêtez de vous plaindre et allez voir dans les pays aux alentours. Moi, je regarde dans ma gamelle. Je regarde dans ma gamelle, je regarde pas dans la gamelle des autres. Et du coup, juste pour illustrer ton propos, moi j'habite en Charente-Maritime depuis 3 ans. Avant ça, j'avais pas trop besoin de voiture, j'habitais sur Paris. Quand je suis arrivé en 2015 en Charente-Maritime, le litre de gasoil était à moins d'1 euro. On était à 0,98, 0,99. Là, quand j'ai fait le plein avant de monter, il était à 1,52. Voilà. Donc, je sais pas vous, moi mon salaire a pas pris 50% d'augmentation en 3 ans. Voilà. On te rassure, nous non plus. Non, ça... Parce que c'est-à-dire que quand toi, tu es à moins 50 € à la fin du mois, avec toutes ces augmentations, tu n'es plus à moins 50 €, tu es à moins 80 balles, moins 70 balles, plus les agios, les banques travaillent avec principalement, et tu te retrouves dans une merde pas possible, encore plus que tu y es. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ça avance, et il faut que ça avance dans le bon côté des choses, et pas dans le mauvais. Parce qu'on est là pour une meilleure France, pour que tout le monde puisse vivre correctement, mais il n'y a pas de remède à ça. Donc moi je suis pour aider tout le monde, ça je l'ai dit, mais je veux dire pour aider tout le monde il faut des moyens. Et ces moyens-là, pour le moment, le gouvernement il mange tout, il en a rien à foutre, c'est toujours les mêmes qui sont dans la merde, et nous on se bat et c'est difficile. Mais je veux rassurer et dire des choses, voilà, et je parle au nom, Et 2018 réfractaires. est une année record pour la distribution de dividendes. Voilà, des réfractaires. Du pognon, il y en a. On va faire un tour. Je termine et après je laisse comme ça. Je parle au nom, voilà, je parle pour tout le monde et pas pour les plus durs. On a commencé quelque chose. Faut pas lâcher. On va pas lâcher. Et ça, je l'ai persuadé et ça, je l'ai dit. Et les gens qui pensent qu'il y a de monde sur les terrains, on va pas lâcher, on continuera. De plus en plus. On parle des vrais sujets. Et il faut savoir juste un truc, qu'il y a plus d'une vingtaine de pays qui s'y mettent. D'accord, on n'en parle pas. On est censuré à mort, ils ne montrent pas ce qui se passe dans d'autres pays. Mais on est des exemples dans plein de pays et qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer le combat. Et voilà. Merci, Michael. Et merci de m'avoir... Avec plaisir. C'est gentil. Maria, on va, pour conclure, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai lancé par exemple une petite question par rapport aux élections européennes. Je crois savoir que toi tu es favorable au vote blanc. Il faut le prendre en ligne de compte parce que les gens, s'ils votent blanc, c'est parce que rien n'est intéressant. C'est pas un programme qui est en faveur du peuple. Donc évidemment... Donc, tu es pour la reconnaissance du vote blanc. Tout à fait, parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr. Donc voilà. Et donc, moi, je suis d'accord avec toutes les revendications portées par les Gilets jaunes et ici, à cette table ronde. Mais ce qui me tient plus à cœur, c'est l'enfance. Tu travailles avec des enfants? Oui, je travaille avec c'est rigolo d'ailleurs. Je suis pour une grande protection. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de nos enfants. Parce que ce sont eux les plus... Enfin, ainsi que les personnes âgées, hein. Mais... ce sont des personnes vulnérables. C'est le futur de notre génération. Et qui est en danger. Et loin d'être protégé. Et ça, il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Parce que ne pas prendre soin d'eux, de ces enfants-là, c'est les maltraiter. Vous voyez, hein, on a parlé des suicides aussi chez les enfants, hein, c'est pas pour rien aussi. Tu parles de l'éducation nationale en général? De tous les enfants. Hein, la loi Chiappa qui conçoit la sexualité à 13 ans. C'est ce que je voulais en parler. Non, mais c'est un truc horrible, ça. Alors, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Et alors, ce réseau pédophile, alors là, il faut vraiment mettre un terme. Parce que alors, ça, c'est la chose qui est insoutenable. Ce sont des sujets très tabous dans notre pays. Mais qu'ils existent depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr. Donc, déjà ça... J'aimerais que le peuple aussi retrouve sa dignité sur le pouvoir d'achat, de pouvoir vivre heureux, c'est-à-dire aller faire nos courses comme bon nous semble, ne plus pleurer tous les 5 du mois parce qu'on a ça à payer, pouvoir donner de l'argent à qui on veut, pouvoir un peu économiser, faire nos voyages comme on faisait avant avec le franc. Donc voilà, Le franc te manque? Oui, le franc me manque. Me manque énormément. Toi aussi, Florence? Moi, j'ai connu, j'étais petit, mais alors, putain, mon beau-père était à la Légion étrangère, il me donnait 500 francs par semaine. Quand j'étais en euros, je disais 80 euros, ma mère, elle m'aurait dit. On faisait beaucoup de choses avec 100 francs. Je me rappelle que j'allais au cinéma, j'allais manger. Moi, je faisais mes week-ends avec 150 francs, aller-retour. Val-de-Marne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le Paris, passage du soirée, franc à l'euro, on vivait,
on s'invitait. On s'invitait. Là, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus. Pourquoi il y avait moins de SDF? On ne peut plus aller en culture. On ne peut plus aller dans les musées. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus s'acheter des disques. Maintenant, les disques, c'est quand même 15 €. Un bouquin, on ne peut plus se fringuer. En plus, fabriqué en Thaïlande et en Chine. Donc, voilà l'écologie. Donc voilà, on ne peut plus rien faire. Mais tu te souviens, on vivait, si un copain ou une copine était dans la dèche, on pouvait l'héberger, mais il n'y avait pas de problème. Maintenant, on ne peut plus héberger quelqu'un. On ne peut plus. Heureusement, ça se fait encore un peu. Mais sur un certain temps, je veux dire, après c'est pénible, je veux dire, voilà. Mais nous pouvions louer des appartements spacieux, nous inviter, nous héberger mutuellement, comme je te dis, on pouvait aller à la mer, on pouvait aller à la montagne, aujourd'hui on ne peut plus. Et nous étions des Français moyens. Faire. C'est-à-dire que nous sommes isolés de notre... Le gouvernement nous a laissé tomber. Voilà. Le système économique nous a tués. Et souviens-toi, les gens chantaient en travaillant. Oui, tout à fait. Et on était... Enfin, il y avait quand même des suicides, mais on était quand même plus heureux. On pouvait être solidaires, on avait les moyens. Par exemple, là, quand je vois tous ceux qui ont été blessés, on n'a même pas les moyens d'aller les aider. Celui qui a reçu un coup de pied au visage à Trocadéro, celui qui a eu le bas du visage arraché. Autrefois, on aurait eu les moyens de se solidariser d'eux. Maintenant, on n'a plus les moyens. Nous sommes réduits à l'état d'esclaves. Et en plus, il est exigé de nous que nous soyons souriants et radieux. Mais moi, je pense que pour terminer ça, je pense que M. Macron, comme on a dit... Et c'est commanditaire. Voilà, et c'est commanditaire. Je pense que... Avant d'aller vouloir nettoyer chez les autres, il faut peut-être regarder devant sa porte, parce que je peux dire que c'est sale. Hein. Oui, qu'il laisse le Tchad et d'autres pays tranquilles. Oui, je peux vous dire qu'il arrête les guerres. Hein. Arrêtons les guerres. Hein. Parce que alors, tuer des millions de gens innocents, alors là, c'est pas possible. Tout ça pour aller prendre des intérêts, pour servir... il y a le pétrole, l'uranium, les métaux rares. Non, mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Et pour ça, il faut avoir les manettes. Exactement. Oui, mais attends, le 26 mai, c'est encore loin. Il faut Je t'en prie. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité. Et de nous avoir invités. Merci. Oui. Et il faudrait qu'on se retrouve à nouveau. Déjà, nous allons nous réunir pour voir des actions. Justement, est-ce que tu proposes des actions concrètes pour terminer et après, on va finir avec Hugues. Alors là, il y avait déjà les actions concrètes concernant Vuitton et les actions concrètes ravitaillement de nourriture. D'autres actions concrètes seraient susceptibles de se préparer, mais je ne suis pas tout à fait informée, dans le cadre de l'acte 20, de la fin de la trêve hivernale. Certaines actions vont être là. Ensuite, je sais que certains voulaient faire un gilet jaune sur la moquette rouge, pourrir la vie des nantis, leur gâcher le festival de Cannes, leur gâcher leur grande mondanité élégante. Ça peut être pas mal. Ça peut être amusant. Parce que puisqu'ils ont le sang bleu et que nous sommes des gueux, et encore à l'époque, au temps du sang bleu, le sang bleu aimait bien se frotter avec les gueux et copuler avec les gueux de temps à autre. Ça régénérait l'espèce. Moi, j'ai été plus méchante. J'ai proposé, tu t'en souviens, quand ils se prélassent là en terrasse, qui ricanent quand on passe, j'ai proposé de leur réserver la dernière arme secrète des Gilets jaunes. Il faut pas la réserver aux forces de l'ordre. Ils sont déjà dans la... les forces de l'ordre. Oui, mais les forces de l'ordre sont déjà dans la merde. Alors, évitez le cacatov. Mais par contre, tous ces gens très bien... justement, dans les beaux quartiers, quand il y a les happy hours de 18h à 1h du matin, on pourrait leur gâcher ça. Ou dans les quartiers populaires qui sont devenus bobos. Je pense à la rue Montorgueil, Butokai, Oberkampf, tous les employés de banque qui vous envoient des relances et tout. Quand ils sont là à s'amuser, vous pourriez leur flanquer un cacatov. Parce que ces gens-là ne foutent rien toute la journée. Leur vrai boulot, c'est entre 18h, 1h du matin, à manigancer les crasses qui vont se faire au bureau. Et le malheureux, il n'y a que 10% d'employés qui travaillent, qui eux sont chez eux. Là, vous pourriez leur faire un pipitof, vomitof, cacatof. Et qui sait, peut-être il y aurait même des keufs qui viendraient avec nous. Ça les défoulerait, ça leur ferait du bien. Comme ça, ils éviteraient de nous taper dessus en manif. Puisque nous vivons une société de frustration. Nous sommes en permanence parqués, humiliés, nous vivons une société de frustration. Moi, c'est ce que je dis, je me rends compte que c'est pas du tout dans la lignée de la bienséance. Mais quand on n'a plus de droits, on n'a plus de devoirs. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui se sont retrouvés sans droit et donc maintenant sont sans devoir. Merci beaucoup, Florence. Hugues. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Si je continue sur les actions, c'est vrai que
autant il est nécessaire de continuer à manifester pour faire valoir ses revendications et exprimer ce mécontentement, autant c'est effectivement pas suffisant, je rejoins Mikou là-dessus. Après, nous, on essaye de faire pas mal d'actions justement pour peut-être faciliter la vie des gens. Enfin, nous, en province, on a fait énormément d'ouvertures de péages. Le gouvernement n'est pas capable de vous faire gagner du pouvoir d'achat. Les Gilets jaunes s'en chargent. Quand on ouvre la 10 autour de Saintes, les types qui arrivent d'un peu loin gagnent tout de suite 35-40 €. On leur dit, profitez-en pour faire marcher les petits commerces, les petits producteurs, et pas... faire tourner la vraie économie des vrais gens et pas juste engraisser les actionnaires de Vinci ou d'autres. Des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de faire quelques actions qui tendaient à faire perdre de l'argent justement au gros en bloquant là un dépôt, là une usine, etc. C'est pas évident et de toute façon ils ont les reins plus solides que nous, donc effectivement on peut orienter plutôt des actions sur le faire directement gagner du pouvoir d'achat aux gens. D'autant qu'on n'est jamais aussi bien reçu que quand on ouvre un péage. J'ai vu personne lever la vitre en faisant la tête. En général, ça se passe plutôt pas mal. Après, je sais pas, il y a plein de choses qui ont été dites. On avait parlé on voulait parler des violences policières. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais quand même revenir parce que concrètement, on sait que depuis le début du mouvement, le gouvernement ordonne et organise cette répression qui nous frappe, qui génère justement les blessés, mutilés. Dans une certaine mesure, on pourrait même dire qu'il organise, ou du moins qu'il laisse faire les débordements. Enfin, quand il n'y avait pas besoin de faire une loi anti-casseurs pour prévenir des débordements, 2 ans plus tôt, nos chers députés avaient déjà fait rentrer dans le droit commun les dispositions de régime d'exception de l'état d'urgence. Donc des assignations préventives à résidence pour des personnes connues des services et déjà condamnées, c'était déjà possible, il n'y avait pas besoin de loi anti-casseurs. Donc reste que c'est pas fait en fait. Et moi sur toutes les manifestations auxquelles j'ai participé et auxquelles j'ai assisté, dites-moi si je me trompe, jusqu'ici j'ai jamais vu un casseur qui en général n'est pas un manifestant. On reconnaît un petit peu, c'est pas le. Déjà ils sont très peu nombreux et on en croise quelques-uns on reconnaît un peu. C'est finalement les mêmes loulous qui veulent là piller un magasin ou brûler de manière simplement festive des voitures pour un 31 décembre ou un soir de match de foot. Moi je vois que ces gens-là ne sont pas inquiétés par la police en fait. J'ai vu des manifestants se faire dérouiller par des bandes pour se faire voler un téléphone ou dépouiller leur sac. C'est plutôt les gilets jaunes. Moi je vois que ça se passe à quelques mètres des policiers, que ce soit CRS ou BAC, sans que ceux-ci n'interviennent. Non, c'est les gilets jaunes qui interviennent. Les gilets jaunes interviennent effectivement pour essayer de mettre hors cortège les casseurs, parce que justement on veut pas. Enfin, encore une fois, ça sert à la propagande qui est faite dans les médias contre le mouvement et ça sert finalement derrière à Castaner de justifier la répression qu'il organise. Mais je voudrais appeler finalement les gilets jaunes à réfléchir un peu plus loin en fait sur ces questions de violence policière. Et il y en a, elles sont absolument inadmissibles, mais il faudrait bien rester conscient du fait que tout ceci est chapeauté par le gouvernement. Enfin, la dernière manif à laquelle j'étais, techniquement, sur les 2 artères qui menaient à la place de l'enfer Rochereau, on a discuté avec des CRS de chaque côté. Il y a des types qui venaient de Champagne, d'autres qui venaient de Clermont-Ferrand. Bon, eux ne savent même pas ce qui se passe sur l'avenue d'à côté. Donc, sont persuadés, d'ailleurs on a des témoignages de syndicats de police dans ce sens, où finalement chaque unité dans son périmètre limité est persuadée qu'il y a une porte de sortie pour les manifestants. C'est au niveau de la salle de commandement que s'organise la NAS. Il y a bien là quelqu'un qui dépend du préfet ou directement du ministère de l'Intérieur qui décide de bloquer tous les manifestants, ce qui va forcément générer des problèmes parce que les gens veulent sortir et qu'on les maintient dans un périmètre dans lesquels ils sont finalement prisonniers et soumis au gaz lacrymo, par exemple. Et donc forcément ça va susciter des mouvements de foule, etc. Il faut bien comprendre que les forces de l'ordre, en fait, on devrait arriver à les remettre de notre côté d'une certaine manière, parce que et d'ailleurs on le sait en fait. Je veux dire, les forces de l'ordre, elles sont pas, on les range pas dans des placards à la caserne les soirs de manif. Techniquement, elles vivent parmi nous, on en connaît, on discute avec, et ils nous disent ce qui se passe. Enfin, moi j'ai eu plein de soutien et de messages de soutien des policiers, même dans le cadre de leur exercice de maintien de l'ordre à Paris, où des gens vont se détacher de leur groupe pour venir nous dire tenez bon, on est avec vous, vous les aurez à l'usure, etc. Ça, c'est des choses que j'ai vues fréquemment à Paris. Et tu leur dis pas merde ?
Mais non, je leur dis, viens, venez, je suis désolé, c'est parce qu'on finit, mais je vais terminer là-dessus, parce que il me semble que autant les violences sont organisées, ou en tout cas rien n'est fait contre, pour discréditer le mouvement, pour dissuader des gens de venir. Moi je connais plein de gens qui me disent je viendrai bien à la manifestation mais je veux pas perdre un œil, et du coup ça fait du monde en moins dans les rues effectivement. Mais il me semble surtout cette répression est organisée pour essayer de créer une rupture entre les manifestants d'un côté et les forces de l'ordre, de manière à essayer de... Oui, c'est fait, d'ailleurs. C'est consommé. Hein. D'essayer de faire en sorte que ces deux groupes soient irréconciliables, simplement pour sauver les fesses du pouvoir en place. À la minute où les policiers et les forces de l'ordre passent du côté des manifestants, techniquement, le gouvernement, il lui reste que quelques heures devant lui, hein, à peine plus. Donc ne jouons pas le jeu de Castaner qui mise là-dessus quand on presque faut essayer de faire le plus possible un geste de la force de l'ordre. Moi je préfère entendre, comme on l'avait au début du mouvement, scandé par la foule la police avec nous, que d'entendre dernièrement tout le monde déteste la police, ce qui tous les Français ce qui factuellement si vous voulez on en parlera après. Parce que tout le monde déteste la police, factuellement c'est faux. En plus on a quand même besoin de police, hein. Si quand votre fille, votre sœur ou votre femme se fait agresser, on est content d'avoir de la police. En fait on déteste pas la police, on déteste la répression et les violences policières, c'est pas pareil. Sauf que ça, c'est organisé et ordonné depuis le haut. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose ? C'est vers les donneurs d'ordre qu'il faut se tourner et pas vers les exécutants. D'accord. Pour conclure. Ouais, juste pour conclure, on peut dire la vérité ? Oui. Ok. Moi, je pense que dans le mouvement, il y a trop de baltringues. Je dis clairement, j'en ai rien à moi. De toute façon, les gens qui me suivent, ils savent que je pense que je dis la vérité. Il y a trop de baltringues. Quand tu sais que ça gaze, qu'on est 300 000, et qu'en 20 minutes, on se retrouve une minorité parce que les gens ils ont peur, c'est ça le problème. Et tu sais, je dis ce que je pense, je dis pas qu'il faut la violence ou quoi que ce soit, c'est pas bien. Mais quand tu as de la violence en face de toi et tu peux pas te laisser faire. Tu es obligé de te défendre et répondre par quelque chose. Exactement. Moi, je dis ce que je pense et il faut arrêter. Ça fait 3 mois qu'on est dehors. Et je parle avec des gendarmes. Oui. Des gendarmes qui me disent, certains qui me disent, le problème, si le premier jour, vous aurez dû faire ce qu'il fallait faire, vous ne serez jamais ressorti le deuxième samedi. Lui-même, il me le dit. Exactement. Il me dit, on a été pris à dépourvu. Si vous aurez fait les choses le premier jour, exactement. C'était l'histoire, elle a été réglée, vous ne serez pas sorti. Ou le 8 décembre. Ceci n'est donc une leçon, il faut quand même aller vers... Je suis désolé, je vais devoir vous couper. On a tout le temps maintenant. Je vous ai prévenu, 1 heure, c'est très court. On avait préparé ensemble plein de sujets, on n'a pas pu tout dire. Donc moi, en tout cas, je vous remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de bien sûr, moi je vous remercie infiniment d'avoir participé. Quand on arrête de discuter ensemble, c'est là qu'on commence à se taper dessus. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Je voudrais profiter de remercier Monsieur Lassalle qui a rejoint Monsieur Franck Marlin pour l'article 68 de la destitution de Monsieur Macron. Bravo. Et je voudrais rappeler à Monsieur Ruffin qu'il ne s'inquiète surtout pas, il sera encore moins seul. Voilà. Donc je vous remercie infiniment. On a passé un très bon moment. Les personnes qui veulent participer, vous aurez une adresse mail en bas dans la barre d'infos. Et écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura une deuxième partie parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis il faut revenir quelqu'un comme Nadia, qui malgré tout, la militante avec la magnifique Rinière, qui malgré tout ce qu'elle a vécu, brandit sa carte d'électeur. Tu l'as vu toi-même, Nadia. Quoique Nadia, vaut mieux l'interviewer en live à l'extérieur. Elle a invité avec plaisir. Tu vois, c'est quoi ? Il vaut mieux l'inviter en live à l'extérieur parce qu'elle a besoin d'espace. On pourrait peut-être aussi lui proposer. Tu pourrais lui proposer. En tout cas, bravo, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Non, mais c'est très intéressant. Tiens, tu disais le poste de commandement, mais c'est là que puisque ça vient directement de la maison Poulaga. Non, mais eux, c'est des cas. Mais alors, surtout la préfecture de police de Paris, elle est particulière. Alors, voilà les postes de commandement d'autrefois, les postes de commandement de maintenant. Et en plus, ils sont renforcés par le réseau de caméras vidéo installées dans Paris et sa proche banlieue. Alors, c'est hallucinant. Bah oui, c'est pour ça qu'ils les installent. C'est pour ça que les casseurs... je sais pas si c'est vrai, ce qui paraît, les hélicos, pendant un moment, ils balançaient de la crimo. Oui, c'est vrai. Je sais pas, parce qu'à Toulouse, cette image-là, il me semble qu'il y a un hélico qui survole, que la crimo vienne plutôt des toits
qui sont autour de la place. Et ça, pour le coup, des forces de l'ordre postées sur des balcons, des toits, j'en ai vu notamment à Montpellier. À Paris ça me aussi, semble, à Paris, oui. À Paris, j'ai même vu des tireurs. Juste à côté de moi, c'est tombé. Et pourtant, j'étais bien en dessous. Et voilà, ça vient pas directement des hélicos. Faut pas. Moi, je sais pas, j'ai entendu, c'est pour ça que je demandais. En tout cas, il y a des tireurs d'élite sur les toits, mais c'est vrai, le 17 novembre. Ou alors vous auriez récidivé le 8 décembre. Le 8 décembre, j'ai eu deux versions. Deux hélicos prêts à l'exfiltré de l'Elysée. Et j'ai eu une autre version que la veille du 8 décembre, le 7 décembre... Ton micro. Pardon, j'ai eu une autre version. Enfin, en ce qui concerne le 8 décembre, j'ai eu une version de deux hélicos prêts à les exfiltrer de l'Elysée, la Brigitte et le Manu. Et une autre version, bon débarras, et une autre version, paraît-il, le 7 décembre, donc la veille du 8... les responsables de l'Élysée les ont fait descendre dans le bunker atomique, le bunker anti-atomique, leur disant voilà, en cas d'émeute, si l'Élysée est envahi, si l'Élysée est investi, vous vous mettrez là-dedans. Remarquez, c'est très bien, dans un bunker anti-atomique, on est au frais. Je ne comprends pas. Alors, il paraît que Brigitte en a été choquée. Je ne comprends pas qu'après ça. Elle est partie à l'avocat dans le bunker, c'est ça. Alors, je ne comprends pas la lâcheté parce que Madame sort. J'ai appris que Brigitte et Manu, l'autre fois, étaient sortis, s'étaient rendus du côté de la rue de Bussy, là, du marché de Bussy. Tu as une charcuterie. Tu as un restaurant d'Arosa, jambon et tout et tout. Il paraît qu'ils ont fait une dînette. Mais comment se fait-il que les Gilets jaunes ne sont pas suffisamment organisés pour pas avoir cacatové, péter tout ça? On n'a pas forcément l'emploi du temps de Macron. Il paraît que Madame s'échappe de l'Élysée. C'est dur, Brigitte. C'est ça. S'il y a quelqu'un de disponible. Je suis trop vieux pour elle, là. Ça y est. Il paraît qu'elle s'échappe de l'Élysée, qu'elle va au domicile de Stéphane Bern, quelque part dans le 18e. Mais il faut se mettre sur le passage et canarder. J'ai eu une info que l'autre fois, c'était en janvier, elle est allée faire sa cocotte dans une boutique élégante du bon boulevard Saint-Germain-des-Prés et elle a été reconnue dans la boutique. Les gardes du corps se sont précipités, l'ont exfiltré immédiatement, sinon les clientes chic allaient lui défoncer le portrait. Donc ça veut dire que même le boulevard Saint-Germain élégant ne peut plus la supporter. Mais comment ces gens-là osent-ils encore se montrer? Comment a-t-il osé se montrer à Saint-Tropez? Par contre, les Gilets jaunes du Touquet, oui, c'est qu'à Noël, il était au fort de Brégançon, que très bien le fort des Brégançons. Ce crétin est allé à Saint-Tropez, ce qui est une faute de goût. Quand on appartient à la vraie bourgeoisie cultivée, on va à Ramatuelle. Bah oui. Ça prouve que finalement ils n'en sont pas. Bah, je suis désolée. Ces gens-là n'en sont pas. Bon, toujours est-il qu'au Touquet, ils ont fait un sacré bon boulot. Ils ont fait. Je n'ai plus. Pendant 36 heures, à cause d'eux, je n'ai plus de droits. J'ai appris que j'avais plus de devoirs et que je peux me passer tout. Merci la préfecture de police de Paris. Ils m'ont fait progresser dans mon développement personnel. Mais je vais rédiger un guide comment survivre à leur arme secrète. C'est une arme secrète qu'ils ont mis au point après la Commune de Paris, au début des années 1870, la Troisième République, bâtie sur le sang des communards et maintenue grâce à l'expansion coloniale, a essayé de contenir les classes dangereuses, les classes laborieuses. Les quartiers sont les héritiers de ces classes-là. Donc, il est possible que dans les quartiers, certaines méthodes soient appliquées. C'est possible, on vous aidera. Enfin, oui, je revenais aux Gilets jaunes du Touquet, sensationnel. Ils ont fait un foin, vous n'imaginez pas, pour l'anniversaire de Manu. Il est né le 21 décembre, le jour du solstice. Manu. Et toi qui parles de la protection de l'enfance, les enfants nés au solstice d'hiver et au solstice d'été, alors là, c'était au tout début des néolithiques, faisaient l'objet de pratiques particulières. Quand on voit Manu, bon, passons. Et alors, il paraît que Noël, c'est le jour de la Saint-Emmanuel. Alors, il est né le 21 décembre, et Noël... Non, mais je m'intéresse à ça. Bon, moi, c'est ni Jéhovah, ni Bouddha, ni Allah, ni Coca-Cola, ni Dieu, ni Maître, ni Internet, ni clergé, ni CGT, bien que la CGT peut être utile de temps à autre. Mais je me suis beaucoup intéressée à l'étude laïque du fait religieux, à Mircea Eliade, et à toutes les pratiques religieuses officielles, même les plus archaïques, que l'on retrouve de manière dénaturée parmi les cercles qui s'intéressent beaucoup aux enfants, ou qui pratiquent aussi la gérontophilie, ou qui pratiquent la nécrophilie. Ah non, mais chez les déglingués, vous avez l'embarras du choix. C'est pour ça que je ne comprends pas que nous, qui sommes vivants, nous nous laissions tyranniser par des momies. Mais c'est quelque chose qui est
qui pour moi est incompréhensible. Bon, je suis désolé, c'est le quart d'heure de la vieille pédante. Je ne savais pas, mais ça continue à tourner. Donc, là, bon, écoutez, vous le gardez en offre, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de droit d'auteur avec un H. On arrête là, de toute façon, tous les propos qui ont été tenus n'engageront que nous. Que leurs auteurs, voilà, exactement. On n'a même pas parlé de Benalla quand même, parce que c'est quand même quelque chose de gros. On aura le temps dans d'autres émissions. On parlera de Benalla quand on parlera de Borrello, parce que Borrello, regardez dans vos trucs, t'as entendu parler de Jean-Marc Borrello, c'est le patron de Macron. Regardez. Alors, Borrello Jean-Marc, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que les entreprises touchent des subventions pour nous embaucher au rabais. C'est comme ça qu'ils vont tuer les gilets jaunes. On va vous trouver du boulot, en plus ça donne du sens dans votre vie. Le SMIC est subventionné, un emploi au-dessus du SMIC est moins exonéré. Donc, exactement. Borrello Jean-Marc a rencontré... Alors, Borrello Jean-Marc a rencontré... Pour vos archives, Borrello Jean-Marc a rencontré Macron lorsque Macron était à Sciences Po. Bon, il a préparé Macron pour l'ENA, puisque Borrello Jean-Marc est chargé de ça. Lui, c'est le patron de l'économie sociale et solidaire, le groupe SOS, rue Amelot de ce coin-là. Chiffre d'affaires annuel, seulement 700 à 900 millions d'euros. Tu comprends que la pauvreté, ça peut rapporter. D'ailleurs, petit détail assez intéressant, si vous prenez le guide de la précarité et de la solidarité de Paris, on vous propose gratuitement de numériser vos documents grâce au groupe SOS. Ainsi, il a des documents numérisés dans le monde entier. Petit détail insignifiant. Le Borrello Jean-Marc a été ami de Raïssa Gorbatchev, ami de Simone Veil. Il a beaucoup travaillé avec Régine Choukroun. C'est pour ça qu'il a écopé de 6 mois avec sursis pour avoir facilité la circulation de la drogue dans les établissements de Régine Choukroun. Vous voyez, on retrouve un truc. Bon, il est ouvertement homosexuel, ce qui est à son honneur. Moi, ce côté-là, chacun il fait ce qu'il veut, chacun il fait ce qu'il peut. Chacun il fait ce qu'il peut. Bon, mais alors, il est ouvertement homosexuel seulement. Dans les trucs, il y avait un centre, le centre des Tournelles, je ne sais pas trop quoi, l'enfance en difficulté. Tout. Le directeur a écopé de plusieurs années de réclusion pour viol sur mineur, et Borrello était le supérieur hiérarchique du directeur, incriminé. Tu vois. Borrello Jean-Marc, il y a eu un article, vous regardez sur Wikipédia, vous cliquerez sur tous les trucs, il y a eu un article à sa gloire dans dans Libération 20 décembre 2018, c'est pas un journal spécialement facho, Libération 20 décembre 2018, harcèlement au sein du groupe homosexuel sur de jeunes homos, heureusement qu'il y avait les viragos, on a toujours besoin d'une virago pour protéger les jeunes homos. Et alors, il doit faire mesurer 1m90, il a l'accent de Gardanne. Ah non, mais quand vous le voyez, vous dites que Benalla, c'est un petit ange. Benalla arrive au milieu de tout ça, et Borrello, c'est le patron de Jean-Marc. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, bon, mais on en parlera la prochaine fois. On n'a même pas le temps de montrer ça. En tout cas, merci infiniment, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais tu peux montrer ta bête. Alors, alors c'est l'œuvre de Dugudus, c'est l'œuvre de Dugudus, et des dames pour la journée du 8 mars, la journée de la femme et du Kanishna. Invité à ça. Bon, moi, j'ai peur de tomber sous le coup de apogée de la zoophilie. Ben oui, parce que c'est un crustacé. Elle déguste un crustacé. Puis après, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout subversif. Tu t'es fait avoir, pauvre vieille. C'est Marilyn Monroe, un pauvre pantin qui avait vécu des choses dans son enfance. Tous les sex symboles ont vécu des choses. Et lui, c'est un pauvre pantin. Donc, c'est une image de la sexualité stéréotypée telle qu'elle nous a imposée depuis le néolithique. Ah, mais je remonte loin dans mes recherches, moi. J'ai de la ténacité. Et toi, qu'est-ce que tu m'as dit que c'était et toi, qu'est-ce que tu m'as dit que c'était la consommation et la défense de la consommation? Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Oui, parce que finalement, en général, les starlettes et en particulier les femmes vont être instrumentalisées dans la publicité pour promouvoir la consommation de telle ou telle denrée. Et puis, comme tu le disais, les CRS devant Vuitton sur les champs, alors je ne sais pas s'ils défendaient les valeurs de la République, mais en tout cas, actuellement, ils servent à défendre le système qui vide la consommation. Voilà. On montre aux auditeurs. Ah donc il y a plusieurs sens, il y a plusieurs sens dans ce... Après, encore une fois, pour autant, même s'il y a bien le squelette externe, je réfute le terme crustacé, encore une fois. Non, la cuirasse de Wilhelm Reich, la cuirasse musculaire de Wilhelm Reich. Non mais vraiment, moi il ne faut pas se laisser monter les uns contre les autres. C'est quand même incroyable d'avoir finalement... via cette espèce d'opposition dans les médias, et finalement d'avoir
des prolétaires smicards en uniforme qui se battent contre des prolétaires en gilets jaunes, tout ça pour défendre finalement les intérêts des milliardaires. Donc au contraire, il serait temps que les deux prennent conscience qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils se retournent tous du même côté. Encore une fois, la Bastille a été prise en 89 parce que le régiment de garde français s'est joint aux émeutiers pour enfoncer la porte. Ça n'aurait pas été possible sinon. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci Farid. Merci à vous. Merci. Et la prochaine fois, on prendra peut-être un petit peu plus de temps pour parler de tous les sujets. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe du PRTV. C'est super sympa, merci. Le pipitoff et le vomitoff.